Allô, c'est Camille et bienvenue dans le podcast 5 à 7 RH, le podcast qui n'a pas peur de vous parler du meilleur comme du pire du monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, pour en parler, je reçois Lindsay Lapaquette. Lindsay est une experte en communication et je tenais vraiment à l'inviter car j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle à quelques reprises et j'ai vu qu'elle n'est pas du genre à vous donner des conseils bateaux ni des listes toutes faites sur comment mieux communiquer en entreprise et ça, pas bien entendu, c'est ce que j'aime. D'ailleurs, en préparant l'épisode, je me suis rendu compte à quel point il y avait de nombreux articles sur la communication qui, pour moi, étaient complètement vides de sens et où on te disait que pour bien communiquer, c'est simple, commence par être à l'écoute. Ok, c'est bien joli, ça fait du sens, mais c'est quoi être à l'écoute exactement? Car je peux t'écouter sans que la communication soit pour autant plus fluide. Alors, avec Lindsay, pour éviter cela, on est parti sur des éléments concret sur ce qu'elle vit avec ses clients, de comment gérer efficacement des conflits ou comment aborder des questions inconfortables. Alors attention, ne vous attendez pas à des recettes, mais à passer un moment agréable et rempli de réflexion. Allez, je m'arrête là et je vous laisse avec Lindsay Lapaquette. Bonne écoute! Bonjour Lindsay, bienvenue dans le podcast. Je suis vraiment ravie de t'accueillir puisqu'on va parler d'un sujet passionnant qui est la communication, un sujet sur lequel on pourrait en parler des heures et des heures, surtout toutes les deux, ça j'en suis sûre et certaine. Mais avant d'aller plus loin, plus en profondeur sur le sujet, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans la communication? Hmm. Oui, ben en fait, je suis spécialisée dans la communication depuis le début de mes études. Je suis une ancienne orthophoniste, donc j'ai fait ma maîtrise en orthophonie. La communication, pour moi, c'était vraiment au début de regarder. J'étais spécialisée, par exemple, avec des clients qui avaient des problèmes avec des interactions sociales. Et plus ma pratique en tant qu'orthophoniste a évolué, plus je développais une vision globale ou plus holistique de la communication. J'ai commencé à travailler avec des clients qui avaient surtout de la difficulté à naviger les interactions sociales parce qu'ils devenaient leur système devenait un peu surchargé et la façon qu'ils communiquaient ne faisait pas en sorte que les interactions se terminaient comme ils voulaient. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que travailler avec les enfants sur ces habiletés-là, oui, ça aidait, mais les parents aussi avaient de la difficulté avec ces habiletés-là. Je me rendais compte que c'était des habiletés qu'il fallait que je travaille moi aussi. Et pour avoir plus d'impact, je me dis, il faut que j'aille à la source, il faut que j'aille travailler avec des adultes pour qu'ils puissent aussi, eux autres, apprendre comment est-ce qu'on peut rester dans une communication difficile, une conversation difficile, tout en respectant nos besoins, les besoins de l'autre. Et de là est venu mon transfert d'orthophoniste à formatrice, coach, consultante dans le domaine de la communication, du leadership dans les compagnies. Et depuis, quand tu as fait le transfert entre le monde des enfants au monde des adultes, tu n'as plus jamais quitté le monde des adultes? Non, j'ai plus jamais quitté le monde des adultes, mais c'était quand même une transition un peu lente entre les deux. Mais il y a beaucoup de parallèles dans le travail que je fais ou les philosophies derrière. C'est juste appliqué d'une autre façon. Et beh, justement, j'avais lu aussi, sur toi, en fait, que ton approche, elle était non seulement influencée, par le passé, là, que tu viens de nous décrire, mais aussi par le travail que tu as fait avec, les Premières Nations. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, les Premières Nations, ce sont les peuples autochtones canadiens, pour ceux qui ne savent pas, parce que je sais qu'il y a pas que des personnes du Canada qui nous écoutent. Et qu'est-ce qui a fait que ton travail a été influencé par cette expérience-là? Et Hmm. après, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences aussi qui t'ont influencé? Oui. Mais mon travail avec les Autochtones, ça m'a vraiment ouvert les yeux à, à des nuances dans la communication que je n'avais pas vues avant parce qu'il y a un style de communication qui est différent que ce à quoi moi j'ai été habituée. Je surgénéralise, là, c'est sûr qu'il y a quand même de la variabilité entre chaque personne autochtone ou chaque personne non autochtone. Euh,
Mais ce que je voyais, c'était qu'il y avait beaucoup de place laissée à l'écoute, beaucoup plus de respect par rapport à ce que tout le monde contribuait. Donc, il n'y avait pas un sens de hiérarchie comme j'avais vécu ici à Montréal ou dans ma vie avant, où l'avis de tout était aussi pertinent par rapport à tout sujet. Beaucoup de temps laissé à explorer les problèmes, essayer de vraiment comprendre toutes les perspectives avant de décider comment on allait procéder. Et ce que je voyais, c'était qu'il y avait une plus grande satisfaction, je dirais, de tous les gens impliqués de tous les niveaux. Donc, au niveau du client, au niveau de l'employé affecté, de la gestionnaire, parce que le perspective de tout le monde était pris en compte. Alors que de mon expérience ici à Montréal, souvent les décisions coulaient de en haut et on les apprenait en plus bas et il fallait les mettre en place. Donc, c'était une approche vraiment différente que je trouve très, très, très efficace. Et c'était quoi le travail que tu as dû faire avec eux? Comment est-ce que tu les as accompagnés? Au début, c'était en tant qu'orthophoniste avec des clients. Avec le temps, ça a évolué à soutenir des intervenants qui travaillaient avec des clients. Donc, je faisais des formations justement sur la communication. Comment est-ce que j'écoute les besoins du client? Qu'est-ce que je fais quand il y a quelqu'un qui est résistant, que je trouve que ça ne marche pas? Comment est-ce que je peux rétablir la relation pour justement pouvoir continuer à travailler ensemble? Comment est-ce qu'on améliore la communication entre une équipe ou à travers l'organisation pour qu'on soit tous sur la même page par rapport à ce qu'on essaie de faire. Donc, ça a vraiment évolué plus en formation et en coaching. J'ai fait du coaching individuel à ce niveau-là, aussi coaching de groupe. Et justement, j'ai changé de métier parce que je trouvais que ma passion était plus de ce côté-là. De vraiment faire les formations parce que là, ce que je voyais, c'est que les personnes formées ensuite, eux, ils en ont tous ces habiletés-là dans leur milieu de travail. Donc, pour moi, l'impact était plus grand quand je regarde la capacité de tous à pouvoir mieux s'écouter pour mieux s'entendre. Et bien justement, tiens, là j'ai une question là-dessus, est-ce que tu me lances sur le fait de s'écouter? Parce que souvent, je lis, notamment sur LinkedIn, tu vois, où il y a beaucoup de personnes qui vont faire des publications et puis certains posts vont dire « Ah ben c'est super important d'écouter. Pour pouvoir communiquer, première chose que vous faites, vous écoutez. » Et je trouve qu'il y a plein de conseils comme ça, un peu bateau, mais ouais, mais écoutez, c'est quoi exactement? De quelle façon? Enfin, je trouve ça un peu facile, tu vois, de dire, bah écoutez, oui, mais écoutez quoi? Comment? De quelle façon? Enfin, c'est quoi ton approche, toi, par rapport à ça? Et je suis tout à fait d'accord parce que je pense que si on demandait, je ne sais pas, à 1000 personnes, est-ce que vous écoutez bien les autres? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que la plupart diraient, ben oui, évidemment. Et si on demandait aux gens, à 1000 personnes, la plupart du temps, est-ce que vous vous sentez entendu? Pas sûr qu'on aurait les mêmes pourcentages. Je suis Pas sûr que c'est une étude, pas une étude scientifique forcément, mais une il y a un impression. écart. Ouais. Ouais. Donc, pour moi, l'écoute, ça va au-delà de « je ne parle pas ». Parce que ça prend être présent avec la personne et présent au niveau émotionnel, donc pas juste présent dans la même pièce. Mais par exemple, si moi je te dis, je ne sais pas, on travaille sur un projet ensemble et tu dis quelque chose que pour moi n'a aucun sens, t'écouter ne veut pas seulement dire écouter ce que tu me dis pour ensuite te dire que tu as tort. Et c'est souvent comme ça qu'on va communiquer les avis différents. Pour moi, c'est vraiment d'abord, je vais retourner vers moi, réfléchir par rapport à ce que toi tu as dit. Si je suis tellement pas d'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça soulève en moi que j'ai une grande réaction à ce que tu dis? Puis réfléchir par rapport à est-ce qu'il y a des parties qui font du sens? Qu'est-ce que j'ai besoin d'explorer pour mieux comprendre pourquoi tu tiens à ce perspective-là qui, pour moi, n'a aucun sens? Et donc, au lieu de juste
te dire que tu as tort, de revenir avec des questions, déjà de valider ton point de vue. Donc, de dire, donc ce que je comprends de toi, c'est que le projet devrait avancer de telle façon. Pourquoi tu penses que c'est la meilleure façon de le faire? Donc, l'écoute, pour moi, c'est pas juste écouter les mots que tu as dit, c'est d'aller creuser sans jugement, c'est vraiment avec un esprit ouvert pour essayer de comprendre qu'est-ce qui influence ton perspective. Et quand les deux personnes sont capables d'avoir une écoute à ce niveau-là, quand ils sont capables de rester connectés au niveau émotionnel, je vais dire qu'il y a comme une vulnérabilité où ce qu'on peut explorer ces avis différents, c'est là où est-ce qu'on va vraiment réussir à les résoudre avec le temps. Mais est-ce qu'en entreprise, on va pas te dire, tu sais, quand tu dis ce genre de choses-là, ouais, mais attends, on est en entreprise, faut que ça aille vite. J'ai pas le temps d'aller réfléchir à pourquoi est-ce que la personne, elle va penser ça, et de quelle façon. Enfin, je veux dire, faut qu'on avance. Enfin, pour les gens qui se disent ça, comment est-ce que toi tu réagis? Qu'est-ce que tu leur dirais? Mm-hmm. Absolument. On va entendre beaucoup de ça parce que c'est notre façon de faire. Mais est-ce que aller vite, c'est toujours la meilleure façon? Parce que moi, ce que je vois, c'est que quand il y a une certaine vitesse où ce que la vitesse ou la résolution de problème le plus rapidement possible est la seule chose qui est priorisée, c'est qu'il y a d'autres coûts. Donc, soit on n'a pas réglé le problème, on a décidé sur une prochaine démarche, on l'a mis en place pour se retrouver avec le même problème parce qu'on n'a jamais compris c'était quoi le problème au départ. Et là, on a investi quelques semaines de travail pour le découvrir. Alors qu'il y en a un sur l'équipe qui va dire, je le savais. J'ai essayé de soulever ce problème-là et personne ne m'a écouté. Tu sais, on peut parler, par exemple, d'un problème de qualité avec un produit que quelqu'un avait des questionnements qui n'ont pas été entendus. Donc, on a tous ces coûts qui s'accumulent. Mais il y a aussi, je pense, le coût de quand les décisions se passent tellement vite que la moitié de l'équipe est encore en résistance contre la décision, il y a des grands coûts là parce que c'est des gens qui ne sont pas impliqués à 100% à emmener le projet vers l'avant et même certains des fois qui sont activement en train d'essayer de convaincre les autres d'essayer d'influencer un changement dans un autre sens. Alors, de se ralentir, avoir ces discussions dès le départ, selon moi, c'est vraiment ça ce qui va faire en sorte qu'on ne perd pas plein de temps et d'argent à essayer de régler les problèmes qui surviennent du fait qu'on n'a pas fait dès le départ. Et comment est-ce que en entreprise, tu peux faire pour qu'il y ait toujours une bonne communication justement, pour éviter, tu sais, tous ces conflits qu'il pourrait avoir? Comment est-ce que ça se gère? Mais je pense que c'est une question très complexe parce que pour moi, ça revient toujours à mais quel est le problème vraiment? Parce que est-ce qu'un problème de communication, c'est que les décisions sont prises de façon unidirectionnelle? Est-ce que c'est qu'ils sont mal communiqués? Est-ce que c'est que les habiletés interpersonnelles des individus ont besoin de soutien pour que le message soit livré d'une façon à ce que ce soit mieux entendu? Pour moi, dès le départ, c'est vraiment, on regarde quel est le problème et c'est jamais un problème. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, j'ai jamais vu une situation, tu sais, ils vont pas appeler quelqu'un quand la communication, c'est complexe. Donc, c'est de regarder quels sont les symptômes du problème, les problèmes de performance, les burn-out, etc. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Où est-ce qu'on veut aller? Et qu'est-ce qui doit être mis en place pour qu'on se rende où est-ce qu'on veut être? Comment développer ces habiletés-là? Puis c'est vraiment... je ne réponds pas tellement à ta question, mais parce qu'il n'y a pas une réponse. C'est vraiment selon la situation. Ouais, non, mais ça complètement. Je pense que de toute façon, dès que ça va toucher à l'entreprise, suivant les situations, ça va être une réponse différente. Mais c'était au moins pour savoir, est-ce que, imaginons, je crée là mon entreprise où elle est en train de grandir, qu'est-ce que je mets en place comme canal de communication pour être sûr que tout le monde ait la bonne information, pour être sûr que tout le monde soit enfin en tout cas se sente à l'aise de pouvoir discuter.
de pouvoir échanger, de dire: «Attends, moi j'ai vu ça, comme quoi ça allait plus dans le service qualité. Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour être sûr que tous ces canaux de communication-là, bah, sont disponibles et que les gens puissent le faire et pas qu'il y ait les résistances que tu nous parlais tout à Mhm. l'heure?» Mais je te dirais que selon moi, avant les canaux, c'est vraiment de regarder quels sont les besoins parce qu'il y a des cultures différentes Mmh. dans chaque entreprise et même dans une entreprise avec une culture quelconque, euh, il y a des besoins variés des individus. Donc, prenons par exemple le retour au travail en ce moment. C'est sûr que les besoins de chaque organisation sont différents dans le sens qu'il y en a qui ont réellement un certain besoin d'avoir des gens sur place. Il y en a d'autres qui ont une perception qu'ils ont besoin d'avoir les gens sur place. Et les désirs des individus de retourner au bureau ou non sont variables. Donc, comment est-ce qu'on regarde une situation comme ça? Selon moi, la première étape, c'est on fait un sondage, on fait des focus groups, on pose des questions pour comprendre où sont les gens, quel pourcentage de personnes veulent telle situation ou d'autres, et ensuite on regarde quels sont les besoins de l'organisation et comment est-ce qu'on peut marier le mieux possible les deux et ne pas que répondre aux besoins des équipes, ne pas que répondre aux besoins de la gestion, mais regarder dans l'ensemble qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Donc, avant de, j'ai pris un autre exemple, mais avant de regarder comment est-ce qu'on va communiquer les décisions, c'est de comprendre où est-ce que ça ne marche pas, qu'est-ce qui ne convient pas, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place et de prendre le perspective des gens que ça a un impact dessus. En fait, je trouve ça fou parce que la façon dont on le dit à chaque fois par rapport à la communication, ça a l'air quand même quelque chose de simple. Tu sais, par exemple, on parle la même langue, donc ça devrait être plus facile à pouvoir communiquer, on utilise les mêmes mots, etc. Et puis même au niveau des conseils, on se dit, bah, c'est simple, tu demandes à chacun qu'est-ce qu'il veut, de quelle façon tu récoltes ça, puis là, on arrive à communiquer. Pourtant, il y a plusieurs subtilités derrière qui fait que la communication est beaucoup plus compliquée que ça et que ça passe pas non pas que par des canaux de communication que tu vas mettre comme tu l'as expliqué tout à l'heure, mais il y a d'autres choses qui vont bloquer aussi la communication. Moi, je pense juste, tu sais, à quelqu'un que tu aimes pas. Comment est-ce que tu fais face à quelqu'un que tu aimes pas? Tu es obligé de travailler avec lui pour pouvoir communiquer, puis là, c'est plus difficile, puis tu vas peut-être donner plus d'informations à une autre personne, tu l'apprécies plus, bah là, ça va créer des conflits. Tu as ces problèmes de Mhm. tu sais, comment tu gères ces petits trucs-là de la Ouais, communication qui est pas ouais, si évident que ça en réalité? ouais. Mais je pense que déjà de reconnaître que c'est pas si facile que ça. Ce que je vois souvent, c'est que la communication, c'est ça à quoi on va penser par après. Une fois que les bris sont si importants que les conflits sont rendus au point où la productivité est vraiment atteinte, où il y a tel pourcentage de burn-out que là, on va se dire, OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors que si on mettait en place quelque chose plutôt pour adresser justement ces petits conflits qui surviennent pour s'assurer que tout le monde a les habiletés requises pour les naviguer d'une façon qui est respectueuse, c'est plus simple. Fait que pour moi, c'est vraiment un travail qui peut se faire de petit à petit, euh, selon, comme j'ai dit, selon les besoins de l'organisation. Mais si c'est fait dès le départ et qu'on s'entend tous sur, OK, voici les valeurs de la compagnie, voici les comportements respectueux qui sont attendus, voici la façon qu'on va travailler ensemble pour régler les conflits. Euh, je pense que ce qui manque beaucoup, c'est l'approche derrière qui a souvent un ton un peu autoritaire derrière. Si il y a trop de conflits et que tu réponds d'une certaine façon, par exemple, il y a une discussion entre les ressources humaines et quelqu'un par rapport à leur performance, la personne est fâchée, donc il se décide que je ne vais pas faire ce qu'on demande de moi. Et là, il y a un réprimand. Et donc, ça va contribuer à ce que le conflit se perpétue au lieu de regarder comment est-ce qu'on peut avoir cette discussion sans un ton autoritaire, d'une façon à impliquer la personne dans l'identification du problème, l'identification d'étapes
pour les aider à améliorer leur performance ou ce que moi, je te soutiens au lieu de te surveiller. C'est vraiment cette approche qui est appliquée dans toutes les situations de communication qui fait en sorte que ça ne devient pas aussi gros que ça devient, comme tu dis, où on ne sait pas par où commencer. Et justement, là, si ça amène au conflit, heu, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir désamorcer un conflit? Oui. Mais je te dirais, ça dépend vraiment du contexte du conflit. Je ne veux pas donner une réponse pour dire tous les conflits se démorcent de telle façon parce que la réalité, c'est qu'il y a des subtilités dans ça aussi. Mais ce que je te dirais, c'est que premièrement, je pense qu'on a une responsabilité nous-mêmes à regarder ce qu'on contribue au conflit. Parce que ce qui arrive quand il y a un conflit, c'est qu'on va toujours, enfin, pas toujours, excuse-moi, souvent, on va regarder l'autre personne comme étant la cause. La réalité, c'est que les conflits, ça se passe entre plusieurs personnes et on contribue toujours quelque chose au conflit. Et on a tendance à essayer de vouloir changer la façon de l'autre à répondre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Donc, si on peut se retourner vers, OK, comment est-ce que j'ai répondu? Où est-ce que ça a mal tourné? Comment je pourrais répondre différemment l'autre fois? Comment je peux rester en relation avec la personne et quand même mettre des limites, respecter mes limites, je devrais dire. Je pense que c'est vraiment là où on a des meilleurs progrès. Est-ce que le fait de savoir tout ça, toi, ça t'aide dans les conflits familiaux ou amicaux que tu pourrais avoir, où tu utilises ces petites Ouais. méthodes-là ou pas? Je te dirais des fois oui, des fois non. Oui, dans les moments, donc derrière tout le travail que je fais en communication, il y a une partie de ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, qui est la capacité de reconnaître ce qu'on vit au niveau émotionnel, la capacité à pouvoir calmer notre corps malgré qu'on vit des émotions fortes. Donc, je peux être très fâchée et être en train de détruire mon bureau ou d'engueuler les gens, ou je peux être très fâchée et prendre le temps pour pouvoir me recentrer et ensuite s'engager dans une conversation où ce que je démontre ma colère, mais d'une façon qui soit respectueux aussi à l'autre. Donc, à la maison, quand ma régulation émotionnelle est bonne, oui, absolument, ça m'aide. Et quand elle est plus faible, c'est pas le plus facile. Et donc, ça revient à travailler. Qu'est-ce que je peux faire pour justement travailler ces habiletés de régulation émotionnelle? Et là, c'est un peu, on parlait de communication et puis de famille, puis c'est drôle parce qu'on vient de voir ta fille passer derrière toi. Comment, justement, après on va revenir à la communication, mais tiens, ça me fait juste penser que ce serait intéressant d'aborder un peu ce sujet-là, parce que de ta vie de femme, de ta vie d'entrepreneur, de ta vie de maman, qui pendant le podcast aussi a ses enfants, ou pendant que tu travailles, tu as aussi tes enfants qui sont autour. Comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu communiques aussi, tiens, avec tes enfants, ta famille, sur tout ça, là? Mais là, je n'ai pas mis en pratique ce que j'essaie de mettre en pratique quand je lui ai dit de partir. Je vais dire ça. Mais écoute, j'essaie de vraiment avoir une approche un peu flexible envers les attentes de maman, d'entrepreneur, de tout ce qui est maison de travail. Je pense que la pandémie nous a démontré justement le besoin de pouvoir s'ajuster à la réalité actuelle qui changeait sans cesse pendant la pandémie. C'est des leçons qu'on avait quand même appris il y a longtemps, je dirais, avec nos enfants qui sont neurodivergents. Donc, c'est vraiment d'essayer de ne pas rester pris dans des frustrations par rapport aux attentes versus ce qui est la réalité actuelle. Je pense que ça m'aide à pouvoir revenir me recentrer dans le travail lorsque la famille a besoin de plus de temps ou de me recentrer dans la famille quand le travail prend plus de temps parce qu'il n'y a pas
il n'y a pas un horaire fixe qui doit être respecté à chaque jour, à chaque moment. Je trouve que pour nous, ça causait beaucoup trop de stress. Et justement, en fait, donc en famille, tu as comme posé les bases de voilà ce qu'on va faire quand il y a des grosses phases de changement, de cette façon. Enfin, tu as essayé de mettre ces petites choses-là aussi en place avec eux, c'est ça? C'est sûr qu'il y a des choses qui, ils savent quand il y a des moments plus flexibles ou non. Donc, c'est sûr que si j'ai un gros projet qui doit être terminé et qui est dû, non, c'est pas le moment que je vais arrêter trop pour aller jouer au tennis. Euh, En même temps, donc nous, on essaie de regarder notre horaire une semaine à l'avant avec les enfants. Moi, je sais à peu près ce que j'ai à faire. Et on a un petit tableau dans la cuisine où on écrit quel jour est-ce qu'on va aller au parc à midi. Donc, des fois, on va au parc jouer au baseball, au frisbee. Quel soir est-ce que je suis disponible? Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Est-ce que vous voulez jouer aux cartes? Est-ce que vous voulez faire des jeux vidéo ensemble? Est-ce qu'on joue dans whatever? Mais comme ça, ils savent, de semaine en semaine, ça varie. Il y a des semaines où j'ai beaucoup plus de temps, il y a des semaines où j'en ai très peu, mais ils savent à quoi s'attendre dans la semaine. Puis je pense entre mon mari et moi aussi, on essaie de s'équilibrer dans le sens où si c'est une semaine où je suis très occupée, ben là, c'est son tour de s'assurer que les enfants ont besoin c'est quand même d'une attention. Ils sont à la maison toute la journée en ce moment. Et donc, on varie entre nous deux selon qui a besoin de plus de pauses, qui a l'énergie pour faire quelque chose avec les enfants. Donc, pour pouvoir répondre aux besoins dans le moment de chacun le mieux possible. Tu vois, là, ça me fait penser à ce que tu disais au début de notre conversation en entreprise. On va faire en sorte que tout le monde puisse avoir son mot à dire sur, sur un changement de projet. Puis là, ce que tu fais avec ta famille, c'est la même chose. En fait, là, tu vas comme planifier la semaine d'après et puis, OK, chacun est au courant de ce qui va se passer pendant la semaine. Puis, ce que tu nous disais aussi en entreprise, c'était un peu ça, d'impliquer aussi tout le monde. Sinon, tu vas avoir aussi des gens qui vont être réfractaires parce qu'ils vont pas comprendre, ils vont pas savoir. Puis des fois, tu vas mettre aussi des intentions aussi sur des choses que tu vois ou sur des gens, puis tu vas pas le dire. Et puis tout ça peut aussi amener au conflit. Oui, mais en fait, je vais donner un exemple très concret. Mhm. On avait un problème récurrent à la maison avec notre fille. J'avais essayé plusieurs choses, ça ne marchait pas et je devenais de plus en plus frustrée, ce qui m'emmène à vouloir dire, voici la règle, suis-la, sinon, voici la conséquence. C'est la manière que je t'ai élevée, c'est pas la façon que je pense qui fonctionne le mieux, mais quand je suis plus fatiguée, plus frustrée, c'est ce à quoi je reviens naturellement. Et il a fallu que je m'arrête pour me dire, justement, il faudrait que je l'implique dans le processus parce que ça devient une lutte de pouvoir, comme au travail. Donc, de lui dire, écoute, voici, c'est pas que ça fonctionne en famille, voici ce à quoi on doit s'attendre. Est-ce qu'on est d'accord que dans notre famille, on parle aux gens de manière respectueuse? Est-ce qu'on est d'accord que blablabla? Elle a rajouté des affaires, puis, OK, quand telle situation arrive, ça ne marche pas pour tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire? Quel soutien as-tu besoin? Qu'est-ce que nous, on peut faire différemment? Puis c'est pas que, je pense que la crainte des gens souvent, c'est que, oui, mais ensuite, si l'autre personne suggère quelque chose qui ne fonctionne pas, là, je suis obligée de le mettre en place. Tu sais, quand je parle côté entreprise, Mhm. si, par exemple, on a une conversation pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas, les gens ils ont peur que maintenant, je suis tenue à régler tout ça. Mais ce n'est pas ça. C'est on fait une analyse des besoins et ensuite, on se met d'accord ensemble sur, OK, de tout ça, qu'est-ce qu'on va prioriser? Comment est-ce qu'on va le faire? Et justement, de les impliquer dans le processus. Donc, avec notre fille, c'était rendu jusqu'à, et si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, elle était impliquée dans, si je veux faire telle affaire, j'ai besoin de faire ce que je me suis mise d'accord que je ferais et ça a fonctionné. Puis, donc, oui, c'est la même approche. C'est juste, comme j'ai dit, comme parent, je ne m'en sers pas tout le temps, mais je ne m'attends pas non plus à ce que ce soit l'approche tout le temps en affaires. Je pense qu'il y a des moments où c'est plus propice que d'autres. Complètement. Et après, je sais que justement, il y a beaucoup de formations sur la communication, sur comment est-ce que tu peux mieux communiquer avec les personnes, comment est-ce que tu fais ça.
une fois que moi, j'avais une réflexion là-dessus de, OK, tu suis cette formation, mais elle est où la limite entre je communique avec toi et puis, tiens, je sais comment communiquer avec toi pour te manipuler. Tu sais, des fois, il peut y avoir une limite entre savoir communiquer avec quelqu'un parce que tu t'adaptes ton discours suivant la personne que tu as aussi en face pour qu'elle puisse mieux comprendre ce que tu essaies de faire passer comme message. Et puis, tu adaptes, puis derrière, tu as cette légère manipulation quand même. Elle Mm, est où la limite là-dedans? mm. Mais en fait, je dirais même qu'il y a des approches que j'ai vues. Je dirais que les gens s'en sont servis d'une façon que justement, je ne suis pas très à l'aise avec, qui est d'une façon à aller profiter de la psychologie de la communication pour faire aux gens ce qu'on veut. Alors, attends, excuse-moi, je t'interromps juste, parce que j'aime Oui. bien ce que tu me dis là. Donc, toi, tu as donné des formations en communication, mais tu as vraiment vu des gens le mettre en pratique, mais de la mauvaise façon, en manipulant les gens? C'est Donc, ça pas que tu es dans en train mes de dire? formations, non, OK. je parlerai plutôt, donc, pour les écouteurs qui parlent anglais, le travail de Kelly Deals, c'est KELLYDIELS.com. Elle parle beaucoup sur son site web, justement, de formules de marketing, justement. Donc, c'est une autre forme de communication, mais qui manipule justement les gens pour leur faire faire ce qui est au bénéfice de la personne qui vend, mais non pas euh, forcément dans les intérêts de la personne qui achète. Et quand je fais le parallèle, par exemple, en communication en affaires, je Mmh. vois ces mêmes pratiques qui peuvent être mal utilisées, mais je dirais que ce n'est pas toujours suite à une formation en communication. Des fois, c'est Mmh. une façon que les gens ont appris à faire en sorte que les gens font ce qu'on veut. Mais oui, la ligne entre communiquer et manipulation est importante parce que pour moi, une communication qui fonctionne, c'est une où chaque personne tient leur propre responsabilité. Donc, moi, je vais te dire ce que j'ai besoin dans cette situation et toi, tu es ouvert à décider. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu embarques ou non? Il y a des conséquences naturelles d'embarquer ou non. Mmh. Mais chacun est libre à leur propre choix au lieu que ce soit que j'essaie de te forcer à faire ce que j'ai besoin. Ça fait du sens? Ouais, là, je suis en train alors j'ai une autre question du coup. Comment est-ce qu'on remarque qu'une personne va ça va être quoi les méthodes qu'une personne qui te manipule va utiliser en communication par rapport est-ce que tu peux détecter ça ou pas? Ben, je pense que la meilleure façon de le détecter, c'est qu'on le ressent dans notre corps. Plus on travaille notre capacité à être présent avec ce qu'on vit, à faire confiance à ses réactions et à oser dire la chose qui nous dérange avec un esprit ouvert, plus on peut s'y rendre. Puis je vais te donner un exemple. Donc, disons que tu me dis, je ne sais pas, donne-moi un exemple où tu essaies de me manipuler de faire quelque chose. Euh, Mmh, j'en cherche un. Je cherche un exemple. bon, Hem, disons que tu veux que je travaille samedi pour terminer un projet. Très bien. Et tu viens me dire, est-ce que tu peux venir au bureau samedi et que je te dis, désolé, je ne peux pas, j'ai les enfants, ça ne marche pas. Et que tu me dis, oui, mais écoute, est-ce que tu sais que tous les autres de l'équipe, ils ont déjà dit qu'ils viennent, toi, tu es la seule qui ne vient pas. Toi, tu vas ressentir quelque chose quand je te dis ça. Et ça ne va pas être le bonheur. Mmh. Bah, ça va être Donc, plus de la culpabilité là pour le coup. exactement, parce que ce que j'essaie de faire, c'est de te faire sentir coupable, pas faire ce que je veux. Donc, je vais revenir à comment le détecter dans un instant, mais il y a d'autres façons si la personne veut explorer d'autres solutions. Tu peux dire, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles qui feraient en sorte qu'on puisse terminer ce projet par telle date? Puis là, on explore des solutions sans te faire sentir coupable de respecter
ton droit de ne pas travailler le samedi. Mais comment est-ce qu'on s'en rend compte? Pour moi, la première étape, c'est reconnaître ce qu'on vit dans cette situation et donner de la place à cette réaction. Au lieu de se dire, oui, mais c'est parce que je suis trop égoïste de ne pas vouloir travailler le samedi ou je suis trop feignante, je ne suis pas comme les... En tout cas, tu sais, les histoires qu'on se dit, on va reconnaître ce qu'on ressent et on va le verbaliser d'une façon qui n'est pas genre, écoute, tu essaies de me manipuler, tu sais que je ne vais pas travailler le samedi, tu ne respectes jamais ce que j'ai besoin. C'est souvent là que vont partir les conversations. Plutôt, on peut dire, par exemple, écoute, je comprends que c'est très important que le projet se termine. Je comprends que tu as quelqu'un pour samedi. J'ai dit que je ne suis pas disponible. Et quand tu me dis que tous les autres membres de l'équipe sont disponibles, j'ai l'impression que tu essaies de me faire croire ou je me sens comme si je suis la seule qui ne donne pas son 100% au travail. Est-ce que c'est vraiment ça, ton impression de moi? Fait que là, tu vas dire la chose. Et ça se peut que non. Mais ça ouvre la porte à la discussion. Si c'est ce que la personne essaie de faire, mais là, c'est l'autre personne qui va être mal à l'aise maintenant. C'est Comment à eux de t'inverses la regarder. vapeur? Oui. Et l'intention, c'est pas de leur faire sentir mal à l'aise, mais c'est de verbaliser ce qu'on vit pour que ce soit sur la table. Ouais. Et puis comme ça, après, de ne pas porter plus d'intention à l'autre ou de ruminer ou quoi que ce soit, et après, tu le gardes et puis ça se transforme ensuite en conflit, etc. Et puis là, c'est compliqué. Mais là, la rumination dont tu parles, c'est une autre façon de l'identifier. C'est quand on a dit qu'on allait faire quelque chose ou qu'on songe à le faire et qu'on reste dans notre tête par rapport à ça. On parle aux amis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais pas, etc. Est-ce que c'est lui qui avait tort ou c'est moi? C'est pas forcément signe de manipulation, mais c'est un signe comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas et quelque chose que tu as besoin de dire pour que la situation soit plus claire. Mais justement, tu vois, ce genre de situation-là que tu parles, je trouve que ça va arriver, enfin ça arrive en tout cas dans la vie professionnelle d'énormément de personnes. Et c'est super difficile en fait quand tu te poses ces questions-là, que tu demandes à tes amis, ton compagnon ou ta compagne, enfin qu'importe en fait, les personnes qui t'entourent en tout cas. Et puis après, bah, tu sais, ce genre de discussion un peu délicate, enfin, c'est super difficile à avoir, à pouvoir se sortir de là, à pouvoir le dire. Qu'est-ce qui fait déjà, tiens, on va commencer par ça. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile à pouvoir s'exprimer? Parce qu'à un moment donné, de mon côté, je me dis, bah tiens, c'est la culture d'entreprise, que la culture d'entreprise aussi va jouer sur le fait que est-ce que tu te sens à l'aise ou pas à pouvoir dire les choses. Mais en même temps, en y réfléchissant un peu plus, je me dis, mais attends, imagine dans un couple, juste ça, je sais pas si tu as une culture de couple, mais en tout cas, de dire des fois les choses aussi, ça peut être aussi compliqué. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi compliqué que ça? Mais je pense que tu as raison des deux côtés, dans le sens que oui, il y a certaines cultures où c'est plus facile à dire ce qu'on pense réellement, ou même dans une même organisation, des fois, il y a certaines équipes. J'ai vu des gens que dans une équipe, il y avait quand même une culture ou une sous-culture, on va dire, de plus d'ouverture. Et là, soit le directeur change ou la personne change d'équipe et d'un coup, c'est plus le même atmosphère. Donc, c'est sûr qu'il y a la sécurité psychologique derrière qui est très importante. Mais en même temps, je pense qu'en tant qu'individu aussi, on a un rôle à jouer parce que tant qu'on soit dans une organisation où ce n'est pas l'habitude de dire ce qu'on pense vraiment, mais ça devient un cycle ou une habitude où fois après fois, on vit des situations où ce que ça ne nous convient pas, on est frustré, ça se développe en rancœur, en colère, puis c'est complexe dans le sens que je pense qu'il y a des gens qui sont
pour lesquels c'est plus facile à le faire de par les billets qui sont tenus en nous dans les organisations ou pas. Donc, par exemple, je vais dire, c'est peut-être plus facile pour quelqu'un qui qu'au niveau financier, ils n'ont pas tellement besoin de travailler, de dire ce qu'ils pensent, que quelqu'un qui n'a pas de stabilité financière et qui a plus peur de perdre son emploi. Donc, je comprends quand même, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça tout le temps. Je pense qu'il faut qu'on se sente assez sécure pour pouvoir le faire. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens où la peur de le faire ne représente pas forcément une crainte réelle. Enfin, c'est une crainte réelle au niveau de la réaction de l'autre ou la capacité, par exemple, d'être promu, etc. Mais si on mettait une limite, si on disait clairement ce qu'on avait besoin et que, justement, on ne maintenait pas notre emploi, il y a des gens pour lesquels le risque n'est pas aussi gros dans la vie. Et je pense que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte en le faisant que parfois, la crainte qu'on avait ne reflète pas la réalité. Oui, la personne est fâchée, mais qu'on ne perd pas notre emploi. Je ne veux pas non plus faire croire qu'il n'y a pas de situation où ce que parler des situations délicates, qu'il n'y a pas de conseils. Et je pense que ça fait toute partie de pourquoi ça continue. Parce que il y a des gens pour lesquels les répercussions sont plus grandes que pour d'autres. Donc, moi, je me dis, en tant que personne qui blanche, qui est moyenne classe, j'ai une responsabilité de le faire aussi pour justement créer un monde où ce que tout le monde puisse le faire. Est-ce que ça te semble... Parce que est-ce que c'est pas utopique de penser qu'on va arriver à avoir un monde où tout le monde puisse le faire? Parce que en réalité, je pense... Alors déjà, même quand tu es dans une bonne situation, c'est super difficile. Mais en plus de ça, quand tu as un peu les mains liées et que tu te dis, mais si tu dis quoi que ce soit, tu vas te faire licencier, ça donne vraiment pas envie d'aller dire. Et puis, ça stagne, tu vois. Donc, je vois pas quelle solution, tu sais, est-ce qu'on pourrait avoir? Enfin, je veux dire, moi, j'aimerais bien, tu sais, que tout le monde puisse s'exprimer, mais des fois, je trouve un peu que, tu sais, toutes les bonnes paroles qu'on va dire, toutes les choses sur les façons de communiquer et tout ça, c'est comme si ça s'adressait qu'à une seule partie de la communication, excuse-moi, comme si ça s'adressait qu'à une seule partie de la population, mais pas à tout le monde, parce que t'as beau apprendre les mécanismes, à savoir mieux t'exprimer, enfin, en tout cas, exprimer ton point de vue, dire pourquoi t'es pas d'accord, de quelle façon le faire, mais ça s'adresse pas à tout le monde, dans le fond. Enfin, je sais pas. Je pense deux choses. Oui, je pense que c'est utopique dans le sens que je suis pas certaine. Non, moi, je suis pas certaine. Je crois pas vraiment qu'on va être rendu là avant que je meure. Puis je m'attends pas à mourir. Je m'attends à vivre quand même à mourir. Je l'espère. En même temps, j'espère aussi. En même temps, je me dis, plus on peut prendre des pas envers avoir des conversations difficiles par rapport aux sujets importants, plus on se rend vers un monde où ce que les gens n'ont pas besoin de cacher qu'ils sont réellement au travail. Et je dis ça en tant que personne neurodivergente, mère d'enfants neurodivergents qui ont parfois de la difficulté à prendre leur place dans une société qui s'attend à ce qu'on soit d'une certaine façon et que si on ne rentre pas dans la case, pas sûr. Donc, c'est utopique, mais en même temps, je me dis, il y a comme une responsabilité sociale à ce que le monde ne représente pas juste les besoins de certains. Et je ne pense pas qu'il y a forcément une intention de faire ça
par exprès chez tout le monde. C'est certain qu'il y a des choses que moi je fais aussi, que je travaille encore à reconnaître quand est-ce que je ne reconnais pas, ne pas écouter les voix de certains, ne pas laisser de la place à comprendre la réalité de certains. Donc, mais pour moi, c'est un travail continuel qu'on est tous, si on veut que nos enfants vivent dans un monde où ils puissent être eux-mêmes et être au travail et ne pas avoir à se cacher de ce qu'ils pensent réellement, je ne veux pas dire se cacher en réel, mais ne pas être soi-même et ne pas pouvoir dire comment des situations les affectent, ce qu'ils en pensent, ben, c'est quoi notre vie alors? On se lève, on va au travail, on fait ce qui est attendu de nous, on se couche, mais c'est pas une vie. Oui, mais ça, je suis complètement d'accord. Mais en fait, mon point, c'était pas de dire de cacher qui on est. Au contraire, je pense qu'il faut réussir à pouvoir, enfin, en tout cas, dire ce qu'on pense. Et puis, mais c'est juste que il y a plein de situations dans lesquelles on a l'impression de ne pas pouvoir le faire. Oui. Et c'est plus ça. Et il y en a même Okay. encore trop. Et puis, quand je parlais tu sais, sur la communication et ce qu'on peut voir, ce qu'on peut lire, et cetera, j'ai toujours l'impression que ça s'adresse beaucoup à des populations comme moyenne riche, tu sais, la population, ouais, c'est ça, moyenne riche, en fait, parce qu'on a quand même cette possibilité-là de dire: «OK, beh, je suis pas d'accord, pourquoi?» et cetera. Mais d'autres personnes qui, elles, sont coincées dans un seul domaine, par exemple, ont pas cette possibilité-là de s'exprimer. Puis le point sur lequel j'aimerais venir, ce serait, tu sais, les entreprises qui embauchent des métiers où tu es pas forcément, super bien. Bon, déjà, il y a des problèmes là dans tout ça, mais on va le mettre de côté en restant sur la communication, mais juste au moins d'essayer de mettre en place des lieux de travail sécuritaires. Sécuritaires non seulement pour ta santé, physique, mais aussi psychologique, mais aussi pour le fait d'être sûr que, OK, tu peux aller proposer des choses et que tu vas pas être viré du jour au lendemain. Et ça, au lieu de mettre une approche de: «Bah, tiens, je te fais peur, tu vas me dire quoi que ce soit, demain tu es viré». Parce que ça, je pense que c'est pas bien pour l'entreprise, non plus, non seulement pour les gens que tu as, mais aussi pour toute l'entreprise. Et il y a un truc que j'arrive pas encore à comprendre, et peut-être parce que je suis un peu trop bisounours là, et encore je refuse de dire ça parce que je trouve pas que je sois trop bisounours. Je trouve juste, enfin, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi on en est encore à là, à pouvoir se dire: «Bah, je vais te contraindre à quelque chose». Si tu me dis, et ben, comme je sais que j'ai un peu ce pouvoir-là de te licencier si tu me dis quelque chose avec lequel je suis pas en accord, beh, je vais le faire. Heu, Ça apporte rien au final, tu vois? Je sais pas, est-ce que tu as déjà rencontré, toi, des entreprises comme ça, ou des managers, enfin des gestionnaires qui étaient là-dedans? Tout à fait. Tu veux dire là-dedans, dans le sens d'utiliser le pouvoir pour gérer les équipes? Oui, c'est ça. Oui, mais je dirais que c'est pas toujours, des fois c'est subtil, hein? C'est pas toujours, oui, il y a des cas où c'est très ouvert et c'est pas vraiment les gens que je travaille avec parce que, pour être honnête, si on croit vraiment que c'est la meilleure façon de faire et que l'équipe qui n'écoute pas, c'est le problème, puis ils ont besoin de faire ce qu'on leur dit, c'est pas le meilleur client pour travailler avec moi parce que moi, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à regarder eux-mêmes ce qu'ils peuvent modifier. Mais donc, oui, je l'ai vu de façon plus subtile dans le sens que euh, l'équipe qui, par exemple, ne se parle pas bien entre eux, donc on fait une rencontre pour leur dire que faut qu'ils se parlent mieux, voici comment le faire, etc. Donc, ce n'est pas forcément fait d'une façon punitive, mais c'est fait d'une façon de, tu sais, je suis le chef, j'ai reconnu tel problème, voici comment on va les régler. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais qu'est-ce qu'on va dire quand notre chef dit ce qu'on a besoin de faire, même sans que la personne dise, et sinon, on va vous licencier. Ce n'est pas toujours besoin que ce soit une crainte de Mmh. licenciement, mais il y a comme une façon de le présenter voici comment on va faire. Souvent, ce que je vois, c'est que soit les gens vont le faire parce qu'ils ont peur, soit ils ne le font pas, ils commencent à travailler en silo, ils continuent à travailler en silo,
ils le font en partie ou pas complètement. Et là, ensuite, la personne se dit, mais c'est quoi mon prochaine étape? Là, je leur ai dit quoi faire. Ils ne le font pas. Ils ne se tiennent pas responsables à ce qu'on s'attend. Mais c'est quoi la prochaine étape d'habitude? Tu le sais. Ouais. Souvent, c'est qu'on a une autre rencontre pour dire à la personne qui ne sont pas aux attentes. Donc, si on peut prendre du recul un peu, est-ce que, au lieu de le faire d'une façon à dire voici ce qu'on a besoin de faire, est-ce qu'on peut impliquer l'équipe un peu dans la résolution d'un problème? Mais souvent, on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas avoir à gérer ce genre de conflit. Parce qu'on ouvre parce qu'on la a porte. peur. Ouais. Ouais. Ouais, mais tu ouvres la porte pour pouvoir, justement, en régler d'autres. C'est, tiens, ça me fait penser d'ailleurs, est-ce que tu as déjà eu un conflit que tu as dû, en tout cas, essayer de démêler, qui était vraiment particulièrement difficile à régler? Et comment est-ce que tu as fait pour pouvoir les accompagner? Difficile. Écoute, je dirais que peut-être parmi les plus difficiles, c'est les expériences que j'ai eues dans le Grand Nord parce que les différences de culture, de style de communication sont quand même importants. Puis, vraiment, je pense que c'est la même réponse que j'ai donnée tantôt. Hein? Vraiment faire une bonne analyse de qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Prendre le temps de prendre des perspectives de tout le monde, regarder moi-même, parce que moi, comme personne non autochtone, il faut que je fasse attention à mon perspective, mon interprétation des informations recueillies qui ont quand même un teint de personne non autochtone et comment est-ce que ça influence ma perception de l'importance de ce que tout le monde dit. Donc, il faut toujours se questionner aussi de qu'est-ce que je contribue aux dynamiques, mais on regarde ensemble quel est le problème, où est-ce qu'on veut se rendre, puis vraiment prendre le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de subtilités à lorsqu'on est en train de définir le problème, qu'on en ressent que quelqu'un n'est pas d'accord, mais nous disent qu'ils le sont, qu'on prenne le temps peut-être par après de les prendre à côté pour dire hey, écoute, dans la rencontre, qu'on en parlait de telle affaire, tu sais, je sais que tu as dit que tu étais d'accord, mais j'ai eu l'impression que tu n'étais pas certain. Est-ce que tu peux m'en parler? Donc, c'est vraiment de regarder tous ces morceaux-là pour être sûr qu'on définit tous le problème, qu'on s'embarque tous. Et je pense que c'est vraiment juste ce processus continuel d'analyse. Tu sais, là, je parle de façon assez vague. C'est sûr que si on regarde dans certains projets, les étapes de ce qu'on essaie d'accomplir sont plus concrets, mais qu'on regarde à chaque étape, est-ce qu'on s'est rendu où ce qu'on veut? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? OK, comment est-ce qu'on adresse la partie qui ne fonctionne pas? Donc, si, par exemple, on regarde l'établissement d'une culture de communication respectueuse, est-ce que c'est que la personne a besoin du coaching pour développer ces habiletés-là? Est-ce qu'il ne croit pas du tout au projet? Parce que là, on parle de deux choses complètement différentes. Mm-hmm. Je ne peux pas te coacher si tu t'en fous du projet et que tu me dis que tu es impliqué parce que tu te sens obligé d'être impliqué. Fait que c'est vraiment de démêler tout ça pour arriver à la base, pour pouvoir vraiment régler petit à petit ce qui se passe. Est-ce que pour toi, il y a des conflits qui sont impossibles à régler? C'est une bonne question. C'est pas une question piège. Non, j'aime des questions qui me font réfléchir. Écoute, est-ce que tous les conflits vaut la même énergie? Je ne suis pas sûre que oui, pour être honnête. Est-ce que si on avait tous les habiletés de le faire, est-ce que ce serait possible? C'est peut-être utopien, mais je dirais peut-être que oui. Mais je pense qu'il faut aussi regarder où est-ce qu'on va avoir le plus d'impact. C'est sûr que mon attente, là, quand je travaille avec une compagnie, en fait, ce n'est pas de régler les conflits parce qu'on va avoir des conflits. C'est plutôt
d'aider les gens à identifier les signes de conflit plus tôt, donc pour qu'ils puissent en faire quelque chose avant que ça devienne un plus gros problème, et d'avoir les habiletés pour s'engager dans la discussion qu'il faut pour justement régler le problème avant qu'il y ait un autre conflit. C'est normal, les conflits. C'est vraiment plus ça, je pense. Mais justement, c'est quoi les habilités qu'il faut avoir? Je pense que pouvoir rester dans un conflit sans mettre la blâme sur l'autre. Donc, de revenir à ça ne marche pas pour moi, qu'est-ce que je peux faire différemment? C'en est une qui est très importante. Donc, ça, c'est de reconnaître, par exemple, comment je me ressens dans la situation. Quand est-ce que je deviens défensive? Donc, moi, je parle des zones de communication réceptive et réactive. Et quand on devient réactif, on peut le ressentir dans notre corps. On écoute moins, on pousse plus notre point de vue. C'est plus difficile de s'engager dans un vrai dialogue. Donc, si je peux reconnaître quand je deviens réactif, c'est normal de devenir réactif des fois. Et des fois, on a besoin d'être dans cet état-là, mais dans une conversation où est-ce qu'on essaie de dialoguer, c'est peut-être pas le meilleur état. Donc, est-ce que je peux le reconnaître en moi-même et dire, écoute, je sais que c'est très important qu'on parle de ce qui est arrivé. Je veux qu'on en discute pour le régler. En même temps, je sens que je suis dans un état où j'arrive pas vraiment à écouter un point de vue autre que le mien. J'ai besoin de prendre un peu de recul. Est-ce qu'on peut s'en reparler demain ou dans une semaine? Donc, je pense que c'est de pouvoir prendre la responsabilité de gérer notre propre réactivité, notre propre, tu sais, quand on devient défensif, sans blâmer l'autre pour. Donc, pas pour dire, hey, tu m'as dit ça et à cause de toi, je me sens comme ça. Donc, nos émotions sont les nôtres. Fait qu'on n'aime pas ce que l'autre personne a dit. En même temps, on peut dire, quand tu as dit telle affaire, voici comment je l'ai perçu, voici ce que j'ai ressenti. Est-ce que c'était l'intention? Donc, c'est de pouvoir ne pas transférer, je pense, la blâme sur l'autre personne, mais regarder pour moi, c'est la plus grande habileté, c'est de pouvoir respecter soi-même et respecter l'autre en même temps. Mais est-ce que justement, en se posant toutes ces questions-là, et puis peut-être que là, je te pose une question bête, je ne sais pas, tu me diras, mais est-ce que c'est pas toujours, tu sais, comme se renvoyer un peu la faute sur soi? Parce que parfois, j'ai l'impression que, tu sais, il y a beaucoup de choses autour du développement personnel maintenant où on va te dire, «Ah bah tiens, si tu n'y arrives pas, bah, c'est de ta faute parce que tu as pas bien fait ça» ou quoi que ce soit. Alors que normalement, c'est quand même censé pour que tu sois bien. Mais il y a plein de choses comme ça où on te met beaucoup de pression là-dessus. Puis là, bah, dans la communication, je suis en train de me demander: «OK, mais quand toi, tu es en train de te dire: "Oh bah attends, là je me sens en colère, bah, peut-être que c'est de ma faute parce que c'est mon sentiment"» et puis tu sais, tu es plus là à peut-être analyser la situation parce que l'autre personne peut quand même avoir fait quelque chose de mal en réalité. Parce que tu as des personnes qui font intentionnellement aussi. Tu sais, on parlait de manipulation tout à l'heure. Ben, est-ce que ça serait pas comme, imaginons que tu sais, tu es en train de te faire manipuler, tu le ressens, tu es vraiment en colère, tu as cette colère-là, et puis tu te renvoies et tu te dis, ah bah non, je devrais pas être aussi en colère, c'est vraiment de ma faute d'être en colère. Tu sais, est-ce que ça renvoie pas un peu à ça aussi des fois, Je suis contente que tu le dises parce que non. Et je pense peut-être, je vois pourquoi la manière que je l'ai expliqué, que j'ai peut-être fait allusion à ça, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Je vois pas que c'est ma faute que je suis en colère ou c'est ta faute que je suis en colère, c'est je suis en colère. Et peut-être que tu as dit quelque chose qui fait en sorte que j'ai une colère, mais c'est pas parce que tu as dit ça, c'est ta faute qu'on est en conflit. Ce colère-là, c'est le signe comme quoi j'ai besoin de dire quelque chose. Donc, au lieu de tourner vers l'autre personne, c'est de dire, quand tu m'as dit que la raison que ça ne fonctionne pas, c'est que je suis trop anxieuse,
euh, j'ai pas, je trouve que ça a poussé je cherche mes mots en français, là, mais ça a poussé le blâme du problème envers moi au lieu de regarder la situation et je me suis sentie comme si je ne suis pas assez bien ici. Est-ce que ma perception c'est quoi ta perception? Donc, c'est pas, je ne veux pas dire est-ce que ma perception, c'est la bonne, parce que je suis quand même de l'avis que nos réalités, c'est notre réalité. Mais c'est de regarder aussi c'est quoi la réalité de l'autre et de s'en parler justement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que je ne veux pas envoyer un message comme quoi notre rôle, c'est de gérer nos émotions et de ne pas adresser des choses qui se disent qui ne sont pas respectueux, qui sont offensifs, parce que c'est ma colère et il faut que je la gère. Non. Je parle plutôt de la réactivité par rapport à la colère. Donc, la colère est colère ou autre émotion. C'est une réaction naturelle, ça nous indique quelque chose qui a besoin de notre attention. Mais de ma colère, je peux décider que je vais m'engager dans un discours avec toi ou je peux ne rien dire et tourner et parler de toi sur les médias sociaux ou à tous mes collègues. Donc, c'est plus ça, le côté responsabilité de ce qu'on fait avec. Et en même temps, je veux dire que c'est non pas réaliste de s'attendre à ce que ce soit fait 100% du temps par tout le monde. On est tous sur des chemins différents, mais si on peut petit à petit regarder cette interaction-là, je ne me sentais pas bien par après. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Quand je me sentais mal à l'aise, qu'est-ce que j'avais besoin de dire que je n'ai pas dit? C'est plutôt là, je pense. Et comment je peux le dire d'une façon à ce que ça exprime clairement ce que je vis. Donc, ne pas... c'est important que si quelque chose est offensif, qu'on ne dise pas... qu'on le dise d'une façon à ce que l'autre personne comprenne. Quand tu as parlé de l'autre personne, j'étais vraiment mal à l'aise d'entendre parler de comment il est feignant puis qu'il fait. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Donc, c'est de dire les vraies affaires. Mais en même temps, d'être ouvert à écouter ce que l'autre personne dit sans forcément avoir à partager la vie de l'autre. Ouais, ben là, je te rejoins. Et puis, je rajouterais en plus, en faisant ça aussi, de ne pas avoir peur du conflit. Parce que des fois, tu sais, c'est pareil, c'est le genre de choses où j'entends là, où les gens, ils ont vraiment peur du conflit. Il faut pas, tu sais, il faut mettre comme, moi j'appelle ça mettre de la guimauve autour des mots pour faire en sorte que tout aille bien. Et puis Mais au contraire, je pense que des fois, tu as besoin, tu sais, d'aller... j'aime pas dire aller au front parce que c'est un peu un terme de guerre. Et puis, donc, je n'ai pas noté en standard pour en mettre en note là, mais comme y aller vraiment et puis aller vers ces situation. Alors, quand je dis c'est bien le conflit, hein, je ne dis pas qu'il faut absolument qu'il y ait du conflit ou quoi que ce soit, alors pas du tout, hein, mais plutôt que le conflit, en tout cas la confrontation entre deux personnes de façon pas à se taper dessus, mais à prendre le recul, comme tu as dit tout à l'heure, tu sais, comme ok, ça m'a fait sentir ça, je suis vraiment pas bien avec ça, je vais revenir t'en parler, mais forcément sans t'engueuler en fait, mais genre juste essayer de confronter ces deux idées-là peut être plutôt bénéfique plutôt qu'à d'avoir peur absolument du conflit. Oui. En prenant la méthode que tu viens d'expliquer. Oui, et je pense aussi ne pas avoir peur que des fois, ça va, c'est ce qu'elle est. Ça fait partie du conflit. Puis je pense que c'est souvent cette peur-là qu'on ne veut pas s'embarquer parce qu'on sait que ça peut s'empirer, puis on ne veut pas justement s'embarquer à ce niveau-là. Mais ça fait partie des fois, je pense, de pouvoir résoudre les conflits. Et quand tu as parlé justement de mettre des guillemets autour des mots, je me dis, si on se trouve à avoir à faire ça, c'est d'avoir le recul de dire, OK, pourquoi avec telle personne,
j'ai l'impression qu'il faut que je fasse attention un peu plus à ce que je dis qu'avec l'autre personne. C'est quoi les différences dans les interactions? Qu'est-ce qui arrive qui me fait sentir que je ne peux pas dire, OK, mais qu'est-ce que je peux faire différemment? Ou, pour naviguer la situation justement d'une façon que je me sens à l'aise à faire avec l'autre personne. Donc, il y a toutes ces subtilités-là qui peuvent nous aider justement à identifier quel type de messages nous font perdre notre voix, quel type de communication, les styles de personnalité. On a tous des habitudes qui sont différentes entre toi, moi ou les autres qui font en sorte que avec certains gens, on est plus à l'aise de le faire, avec d'autres non. Et je dirais que c'est pas d'aller essayer de le faire avec le cas le plus difficile que tu peux imaginer. C'est OK, voici mon zone de confort. C'est quoi la prochaine étape pour être un peu plus à l'aise à le faire? Petit à petit. Et je pense que c'est comme ça qu'on le développe quand même dans une zone qui se sent assez sécure. Et on va voir aussi de par les réactions des autres comment on évolue dans ces étapes-là. Ah, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, Lindsay. Vraiment. On arrive bientôt à la fin de mes questions déjà. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, un sujet sur lequel on n'a pas parlé ou quoi que ce soit en fait que tu aimerais partager là? Non, mais en fait, je pense qu'on a vraiment bien fait le tour de tout ce qui est communication, conflit. Tu as vraiment fait une belle entrevue là, qui a entièrement fait le tour, je pense, de mon expertise. Bon, bah, très bien. Alors, j'ai aussi une avant-dernière question que j'aime bien poser, qui est: qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin? Ça dépend du jour, des fois. Des fois, c'est d'aller au camping, jouer avec les enfants, mais au niveau du travail, c'est vraiment cette idée que en continuant ce que je fais, moi, j'évolue énormément à travers le travail que je fais. Je pense que c'est une des plus grandes choses qui me tient intéressée à ce que je fais, mais aussi qu'on ouvre des portes d'apprentissage par rapport à tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne comprend pas, pour justement apprendre et évoluer nous-mêmes et avoir un monde où on peut continuellement apprendre à mieux se respecter, mieux respecter les autres. C'est vraiment ça. Ah, j'aime beaucoup. Ah, merci beaucoup de l'avoir partagé. Encore une fois, je sais que je te redis, mais ah ouais, vraiment. Pour terminer aussi ce podcast, j'aimerais savoir si tu peux partager avec nous ta découverte récente. Alors, ça peut être un livre, un film, une chaîne YouTube, qu'importe, quelque chose qui t'a marqué et que tu souhaiterais partager avec nous. Oui, c'est une bonne question. Écoute, je lis énormément et j'ai une mémoire qui est super horrible, mais je dirais que j'ai récemment lu le nouveau livre de Adam Grant. C'est en anglais, je lis surtout en anglais, mais qui s'appelle Think Again. Ah C'est oui! génial. Complètement. Bah, alors pour ceux qui veulent le lire aussi, parce qu'il est en anglais, il est en français, il est dans plein de langues aussi Ah, d'ailleurs, ce livre-là. Je mettrai tout dans les notes de l'épisode, là, comme ça vous pouvez y accéder aussi. Et puis, je sais que tu as dit aussi une référence, alors j'ai plus le site web que tu as donné au tout début, à un moment donné, chez une personne qui en parlait de manipulation, mais ça aussi, quand je referai le petit montage du podcast à la fin, je remettrai aussi tout dans les notes de l'épisode, comme ça vous allez pouvoir retrouver tous les éléments. Et puis enfin, Lindsay, si on souhaite échanger avec toi, te poser une question, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? oui, ben écoute, mon site web, c'est lindsaylapaquette.com, Lapaquette, donc lindsaylapaquette.com. J'ai aussi un mini-cours sur le conflit que vous pouvez retrouver à lindsaylapaquette.com/conflit. Puis je suis sur LinkedIn. C'est vraiment la seule place où je suis active régulièrement sur les médias sociaux. Eh ben, c'est parfait. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, un moment sans conflit qu'on a eu ensemble d'ailleurs, et une belle communication en tout cas. Et puis vraiment, merci pour ce moment partagé, Lindsay. Ben, merci pour l'invitation, Camille. Ça fait toujours plaisir de te parler.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître 5 à 7 RH, à sortir de nouveaux épisodes. Alors allez sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube et n'hésitez pas à mettre tout plein de petites étoiles, des pouces bleus et des commentaires. Et si vous avez des suggestions de sujets et d'améliorations que vous voulez voir, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à mon adresse mail camille@5a7rh.com. Et comme dirait l'INSEE, n'oubliez pas, si vous pensez que les conflits internes n'affectent pas les clients, repensez-y encore. De notre côté, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!